Bonne année! Joyeux Noël! Bonne Halloween, tout le monde! Yay! Ben non, ben non, ben non. Bonjour, bonjour. Hey, je suis vraiment contente d'être en conversation avec vous deux aujourd'hui. Fait que là, je réalise que vous vous connaissez quand même. Ça fait très longtemps que je Oui. connais Sophie. Ouais. Puis, c'est fou parce que récemment, on a été porte-parole d'un salon à Saint-Hyacinthe. Puis, c'est drôle parce que c'est la première fois qu'on avait une gig, un contrat ensemble. Puis c'était comme, voyons, c'est bien facile. C'est comme ma sœur, ça fait 107 ans qu'on se connaît. Puis, c'était facile de partager la scène avec Sophie. Puis, c'est la même chose avec toi aussi, hein. Je te dirais, Anne, on a une complicité et c'est très naturel. Tu sais, Sophie, sache qu'Anne et moi, on donne des ateliers ensemble, on a fait des conférences ensemble, puis ça a toujours été facile à chaque fois qu'on se voyait, mais c'est tout récent qu'on fait des projets ensemble, Anne et moi, comme avec toi, Sophie, tu sais. Sauf que j'en veux plus de ça avec vous Oui. autres. Alors, quelle occasion aujourd'hui pour se retrouver tous les trois. Mais je pense que, tu sais, ça arrive dans la vie, surtout, je trouve que quand on prend un peu d'âge, là, qu'on rencontre des êtres humains, puis que c'est comme on trouve une petite maison chez eux, à l'intérieur d'eux-mêmes. On se sent juste bien, on se sent pas jugé, on se sent pas pressé, on se sent aimé, puis vu pour qui on est. Puis ça, ça n'a pas de prix, là. Ouais. Et pour faire du pouce sur ce que tu dis, c'est que on est tous les 3 dans un milieu où on est sollicités, médiatisés, on a les feux de la rampe souvent sur nous et quelle fraîcheur de retrouver quelqu'un, et là je parle de toi Sophie, je parle de toi Anne, qui nous aime pour qui on est et non pas pour ce qu'on fait, qu'on soit populaire ou pas, qu'on soit sur l'aide sociale ou qu'on fasse un contrat de X milliers de dollars. On s'aime pas pour ces raisons-là et on dirait que le fait de reconnecter ensemble à notre essence, au-delà de ce qu'on peut, mettons, laisser paraître publiquement, c'est tellement rassurant et réconfortant, là. Ça fait du bien. Ça fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis je trouve que, tu sais, ça devrait toujours être la même personne qu'on retrouve, que ce soit devant ou derrière la caméra. C'est sûr qu'il y a plus Mmh. de vulnérabilité derrière. Mais honnêtement, à 50 ans, je n'ai plus du tout la même énergie de faut que je prouve ça au monde, tu sais. Mmh. Regardez, parce que, tu sais, je suis capable, là, mais je suis fatiguée là, de ça. Je veux Ouais. plus être là. Je veux travailler d'un autre endroit pour me projeter dans le monde puis pour aider les gens. Puis je pense que, tu le sais, Jean-Marie, tu sais, c'est drainant de toujours. Puis même Anne, toi aussi, tu sais, puis tout le monde qui nous écoute, dans notre propre vie, c'est drainant de toujours vouloir impressionner ou changer un petit peu nos comportements pour se sentir aimé, au fond. Mhm. Exact. C'est C'est drôle, drainant. tu parles de ça, puis évidemment, je pense à Anne Bérubé qui a eu un avant et un après. Alors, Anne, toi aussi, tu es capable d'incarner ce que Sophie vient juste de dire entre. Il y a la Anne à qui on a proposé une mission de vie et un projet, puis il y a la Anne qui a décidé, non, c'est pas moi ça. Voici ce que je veux faire. Puis la vie t'a amené de façon assez brutale à être dans ce cheminement-là. Ben oui. C'était quoi, Anne? Dis-nous, c'était quoi? Moi, je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce qui il t'est arrivé? Vite, vite! Vite, vite! Parce que peut-être que les gens qui écoutent le savent pas non plus, hein? Non. Vous êtes toutes les deux tellement bons journalistes, là, c'est génial. Là. Moi, je vous écoute, là, vous êtes assez bons dans la façon que vous vous exprimez, là. Oh, j'adore, j'adore. Rapidement, moi, quand j'ai eu 23 ans, j'ai eu un accident de voiture, puis une expérience de mort imminente, puis j'ai vu, là, devant les yeux de mon esprit, là, comme un film, qui déroulait ma vie, là, celle que j'étais supposée de vivre, mais pas celle-là que je vivais. J'étais comme vraiment sur le mauvais chemin. Puis c'est normal, là, j'étais jeune, tu sais, dans la vingtaine, on est sur le mauvais chemin, c'est normal, là. Mais c'était juste comme une espèce de wake-up call qui disait, hey, t'as quelque chose à faire. Puis si tu continues de même, tu vas passer à côté de la traque. Puis, tu sais, Bronnie Ware, dans son livre, là, les 5 regrets là, des mourants, le plus grand regret, c'est que j'ai pas vécu la vie qui était la mienne, que je voulais vivre, mais pas celle, tu sais, j'ai vécu celle des autres, j'ai vécu ce que la société voulait de moi. Puis c'était comme une grande peur où, tu sais, pour moi, d'arriver à 95 ans puis de dire, ben j'ai pas vécu ma vie.
Fait que c'est là vraiment tout a changé, puis j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie, mais aussi beaucoup de guérison. Puis aujourd'hui, on veut parler de vulnérabilité puis d'authenticité. Dans ton livre, Sophie t'en parle énormément, puis je trouve ça tellement beau la façon que tu t'es ouverte à nous dans tes histoires, dans tes anecdotes, dans l'honnêteté de ton exploration personnelle au niveau de ton bien-être, de ta santé mentale, et pour bien pouvoir le partager avec les autres. Puis, il n'y a rien de plus délicieux pour moi que ce genre de conversation-là maintenant. Quel beau mot, Ouais. délicieux. Oui, oui. Parce que c'est vrai, puis la qualité de notre présence, puis moi, c'est ce que j'adore de vous deux, c'est la qualité de votre présence, là. Vous êtes là à 100% dans votre cœur, dans votre corps. And what you see is what you get. Ben oui, et surtout de réaliser que il y a tellement de gains présentement à être dans cette vulnérabilité-là, dans cette authenticité-là, qu'on ne veut plus revenir à l'arrière. Même si plus jeune, dans ta vingtaine, autant toi, Sophie, que Anne, il y avait des gains avec votre ancienne vie, sauf que là, les gains sont ailleurs, tu sais. Puis aujourd'hui, je suis persuadé que si j'avais à dire quelques mots sur Sophie Grégoire, c'est non négociable. C'est ça. Tu peux pas être autre chose que ça, Sophie. Tu pourrais pas. Tu te ferais violence à ne pas être toi. Oh, C'est bon, ça te touche, ça, hein? Mmh. Pourquoi? Parce que tu l'as dit il n'y a pas longtemps. Tu as dit, il y a bien des gains, tu sais, Mmh. dans une vie auxquels il faut dire au revoir pour être soi-même. Ouais. Et je leur ai dit au revoir. Mmh. Et je réalise qu'il n'y a aucune authenticité sans vulnérabilité. S'il fallait que tu mettes les deux en ordre, là, bien, vulnérabilité viendrait en premier. Pourquoi? Parce que, c'est là, on va citer Dr. Gabor Maté, là, qui est un mentor puis un ami, qui m'a dit, tu sais, quand je me suis séparée, il m'a dit, Sophie, tu as choisi ton authenticité au-delà de ton attachement. Ça, c'est pas un exploit à moi, là. Je veux dire, on est des millions, là, à prendre des décisions difficiles dans nos vies. Mais pour être capable de dire au revoir à ce qui semble être tout ce que l'on connaît, Mmh. bien, il faut se déconstruire, puis il faut dire, ben peut-être que je vais y aller d'une certaine manière, puis que finalement, toute l'incertitude, tout le nouveau, tout le je pensais savoir, mais là, je recommence à zéro un peu. Mais ça prend une vulnérabilité, puis aussi une foi en la vie. Parce que là, le soir avant que tu prennes ta plus grande décision de ta vie, là, peu importe c'est quoi, OK, changer de job, changer de chum, whatever. Il faut que tu dises, OK, ça suffit, je ne me retiens plus à tout prix à ce que je connais, je lâche. Et là, quand tu lâches, gars, j'ai des frissons juste à, juste à le Mmh. dire. Quand tu le lâches, c'est comme si tu tombes un peu dans le vide, là, puis Ouais. tu sais comme plus où tu es, ton compas intérieur, tu sais, c'est pas évident. Tu es comme aux instruments, mais il y a plein de condensation dans l'air, tu vois rien, tu sais. Tu vois rien, mais tu te dis: «Il y a quelqu'un, ou il y a la vie, ou il y a quelque chose, il y a un Dieu, peu importe ce en quoi tu crois, qui va me recevoir». Mmh. Et souvent, on donne de l'avant du corps, là, physiquement, là, du cœur, et on oublie le derrière, on oublie le derrière, on oublie tout ce qui est l'autre côté de notre corps, côté du dos, tu sais. Et on peut beaucoup aussi être poussé de l'arrière vers l'avant dans la vie. Puis pour moi, de la vulnérabilité, c'est avoir tout laissé tomber puis dire, OK, là, tout ce que je pense connaître, je le laisse aller, puis je fais confiance en la vie, puis tu suis ton intuition, hein, qui est une des formes les plus intelligentes qui t'habitent, là. Mmh. Puis si on n'est pas vulnérable, puis si on dit pas, tu sais, ça va pas, j'ai de la peine, je suis en colère, j'ai l'impression que je suis en train de pitcher en l'air puis que je vais tout perdre, mais je fais-tu la bonne chose? Tu sais, la conversation intérieure qui est constamment là, en chaos. Mais ça aussi, ça fait partie de la découverte de soi puis de la vulnérabilité. Faut passer par ce chaos-là. Mmh. Mais c'est rough.
Ah oui, c'est rough. Mais je trouve ça beau la façon que tu décris cet appel qui t'amène vers l'avant. C'est très actif la façon que tu le décris. Puis je pense que je le ressens dans mon corps quand t'en parles. C'est qu'il y a, on sait ce qu'on a laissé. Il y a plus de point de référence. Puis en même temps, il y a comme une espèce de on est tiré vers l'avant, on est amené vers l'avant dans notre émergence et on sait pas où ça s'en va, mais il y a rien de plus vrai, excitant, Mhm. authentique. Euh, il y a comme une espèce d'accélération aussi qui se passe dans notre émergence. Je trouve ça vraiment beau de la façon que tu l'as Ouais, décrit. Je le sens là physiquement. tu Et moi aussi, l'incarnes bien. Tu hein? l'incarnes bien, Sophie. Non, mais tu l'incarnes bien, Sophie. Puis je dis la même chose de Anne. C'est que quelque part, quand tu dis que tu te sens poussé, c'est comme si on est à mi-chemin entre ça me prend du courage, mais je suis écœuré de souffrir. C'est deux moteurs pas pires, ça. Écoute, puis tu sais, comme pendant qu'on parle de ça, j'ai des frissons. Là, j'en avais tantôt sur les bras, mais là, j'en ai dans le corps au complet, complet. Puis ça me fait penser à ce chaos-là. Je sais que ça va Mmh. sonner bizarre, mais peu importe ce que vous traversez en ce moment, il y a un sentiment de entièreté. Comme si l'entièreté de qui tu es est en ébranlement. Comme un Mmh. tremblement de terre de l'intérieur. Puis là, les secousses, là, mon gars, ça te trempe dedans, pas à peu près. Mais c'est le seul. Il y a pas de détour. Il faut que tu traverses ce feu-là. Et puis, une fois que tu es de l'autre côté, c'est pas que tout est parfait, ha, 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 puis c'est les calinours, là, mais il y a, tu sais, le support dont on parlait, il y a une force qui nous reçoit, elle est là. Elle est là, puis des fois, tu es mélangé, puis tu te dis: «Ben là, tu sais, je pensais que j'avais été reçue, puis là, elle part». Non, non, non. Elle est toujours là, puis c'est la vie et c'est la force vitale, puis c'est les gens qui aiment, c'est les êtres humains qui aiment, puis qui se retrouvent avec d'autres êtres humains qui ont le cœur puis l'esprit ouvert. Puis ces gens-là, ils sont comme là pour nous accueillir, puis on dirait qu'une fois qu'on passe à travers le chaos puis le feu, il y en a encore plus du monde de même qui apparaît dans nos vies. C'est comme un miracle. Ah oui, c'est vrai, soudainement, tu attires aussi différentes personnes parce qu'il y a une espèce de contagion aussi, hein, tu sais. Contagion, je sais pas si c'est ça en français, là, mais Oui, oui, oui. c'est contagieux. Oui. Puis je pense que Jean-Marie elle vient de décrire ce que ça veut dire pulsion d'éveil. Tu sais, vraiment, là, c'est ça. C'est la description incarnée là, de ce que c'est de suivre cette pulsion-là à l'intérieur de nous qui nous dit, comme Jean-Marie cite très bien, là, qu'est-ce que la vie veut faire en moi? Pas ce que Mmh. je veux de la vie, mais qu'est-ce qu'elle veut faire en moi? Puis c'est vraiment la connexion à cette pulsion-là. La citation de Parker Palmer qui dit: «C'est pas important ce que je veux faire dans la vie ou ce que je vais faire dans la vie. Ce qui est important, c'est d'écouter ce que la vie veut faire en moi» et ça, c'est puissant. C'est là les frissons, c'est là que tu te dis: «OK, là, je me rapproche». C'est un petit peu comme quand tu joues à tag, puis tu es caché, puis la seule chose que tu as le droit de dire, c'est: «OK, tu brûles ou tu as froid, tu brûles ou tu as froid». Donc plus la personne se rapproche de toi qui est caché, tu es dans l'obligation de dire, OK, ben là, tu brûles, tu te réchauffes, tu te réchauffes. Alors que si tu t'éloignes, puis la personne est en train vraiment d'être très, très, très loin de moi caché, là, là, tu gèles, tu gèles, tu gèles. C'est la même chose, j'ai l'impression, avec notre mission, notre pulsion d'éveil. Plus c'est fort en soi, plus ça brûle, puis plus on l'écoute, plus on est dans l'abondance, puis moins on l'écoute parce que notre tête nous parle, plus on risque de justement de vivre à côté de sa vie, ce que tu as failli te faire, toi, Anne, et aussi Sophie. Alors ça, c'est du non négociable parce que pour moi, authenticité puis vérité, à quoi tu faisais référence tantôt, Sophie, c'est les deux côtés de la même médaille. Si tu es vrai, tu vas être authentique. Et si tu es authentique, tu vas être vrai et vulnérable. Cette vulnérabilité-là incarne toute cette vérité-là, puis cette authenticité-là. Et j'ai l'impression que on est des privilégiés d'oser marcher sur ce chemin-là parce qu'il y en a plein qui osent, mais il y en a plein d'autres que tu regardes à côté de toi, puis tu te dis: «Oh my God!» Surtout, tu sais, quand vous êtes en relation d'aide, je sais que tu fais beaucoup de coaching, Anne, puis probablement, Sophie, tu rencontres des gens à cause de ton livre, puis ta carrière, puis les conférences que tu donnes. Il y a probablement des gens qui disent: «Wow, tu es extraordinaire, j'aimerais ça être comme toi», tu sais? Tu sais, moi, quand j'entends ça, je me dis: «Mais tu es moi».
Moi, je suis toi. Pas dans le sens c'est spirituel ou woo-woo, là. Mais Mmh. c'est que tout à l'heure, quand on parlait de vulnérabilité, tu m'as fait penser à quelque chose. Pour se sentir vrai, pour sentir qu'on mène une vie authentique, peu importe ce que ça veut dire, OK? Tu peux passer les vidanges puis vivre une vie authentique. C'est qu'il faut être à l'écoute de soi-même. Puis pour être à l'écoute de soi-même, ça prend une chose et une chose seulement. Puis là, vous allez faire comme quoi? Ralentir. On va tellement trop vite, là. Un Mmh. bébé qui pleure, là, un enfant qui pleure, là, quand un adulte qui est la seule personne responsable sur la terre qui peut le rassurer, ou la nature, pour rassurer un enfant qui pleure ou qui est en stress, il y a une manière de faire les choses, c'est d'être présent, de le regarder puis de ralentir. De ralentir son parler, de ralentir son rythme. Tu peux pas dire à un enfant: «Ben non, c'est correct, tu vas bien aller, hein, inquiète-toi pas, ça va bien aller». Ben voyons donc. Il attend que ton système nerveux ralentisse et se calme pour se sentir en sécurité. C'est la même chose de nous envers nous-mêmes. Moi, on Mmh. m'appelait tornade quand j'étais petite. Je faisais tout. Puis j'étais bonne, là. J'étais capable de tout faire en même temps. Le monde disait: «Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là?» Mais je m'étourdissais. Parce que de ralentir, peut-être que ça voulait dire, ben là, il faut que je m'en aille en hypervigilance si je ralentis parce que je vais sentir toute l'énergie autour de moi, puis ça va être lourd à porter. Donc, de ralentir, je dirais que c'est le premier grand pas pour, Mmh. pour trouver son authenticité, parce que ça veut dire que là, tu vas les entendre, les voix, là. Le fun, puis pas le fun, tu sais. Et puis ralentir, ça nous permet aussi de trouver une sécurité à l'intérieur de soi. Et sans ça, il y a rien qui peut changer, il y a rien qui peut guérir, il y a rien qui peut, tu sais, on peut pas être vulnérable avec les autres si on n'a pas trouvé cette sécurité-là à l'intérieur de nous et être intime et vulnérable avec soi-même. Et ça, pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est Mmh. difficile pour la plupart du monde? Puis je sais que tu parlais du privilège. On a un toit sur notre tête, on a de la bouffe, on a la chance de pouvoir faire ce travail-là sur soi-même, parce qu'on a une certaine sécurité. Il y a beaucoup de monde dans le monde qui peuvent pas faire ce travail-là. Donc c'est un privilège, c'est un honneur de vivre la vie qu'on vit. Mais on a tous rencontré des gens qui le cœur est fermé, tellement fermé et c'est comme une question de vie ou de mort pour eux de s'ouvrir. Ah, Mmh. ça me fait pleurer d'entendre ça. Parce que pour moi, un cœur fermé, c'est un cœur qui est pas en vie, c'est un cœur qui est en survie, tu sais. Mhm. Ben, Mhm, mhm, mhm. Puis, Et ils ont l'air la vie passe, ils sont là, mais pourquoi c'est difficile d'ouvrir son cœur après tant de traumas? Moi, je pose la question. mmh, ben, Jean-Marie, veux-tu y aller ou j'y vais? commence. Moi, je pense qu'il y a 2 choses ici. Un cœur fermé, tu peux pas avoir accès à ton toi authentique. Mais, je disais ça il y a récemment, puis ça m'a tellement impressionnée. Les gens qui ont beaucoup de colère, hein, puis la colère, habituellement, ça vient d'une tristesse qui a jamais été regardée, qui a jamais été examinée. Fait que quand on a beaucoup de colère dans le corps, OK? Dans notre vie, chez nous, là, dans notre pensée, partout. Le cortex préfrontal, qui est l'endroit, où est-ce qu'on prend, tu sais, nos décisions et tout ça, là, dans le cerveau, il est grandement affecté. Il est toujours comme un petit peu comme en alerte. Et puis, quand tu as beaucoup de tristesse non résolue qui tourne en colère, c'est très difficile de ressentir de la compassion puis de l'empathie puis d'être curieux. Non seulement envers l'autre, mais envers toi-même. Mmh. Donc, la chimie du cerveau est modifié par notre niveau de colère, donc par notre niveau de tristesse qui n'a pas été exprimé et la colère qui s'y est installée. Parce que l'enfant qui est ignoré ou qui est battu ou qui est juste à qui on répond pas vraiment aux besoins, ben il est triste en premier, puis son corps, il se souvient de tout ça, là. Ça peut commencer dans la période préverbale avant même qu'un enfant parle. Fait que quand j'entends que quelqu'un a le cœur fermé, je me dis toujours: «C'est quoi qui t'est arrivé?» Mmh. Tu sais, Jean-Marie, je sais que tu en rencontres tout le temps du monde avec qui ont traversé des moments comme ça, là. Mmh. Ouais. C'est fou, hein? C'est
et ce qui m'amène à dire, mais j'ai été aussi cette personne-là fermée, tu comprends? Mhm. Et ça, de pas l'oublier, de dire, j'ai été en survie combien d'années? Puis les réflexes de me refermer, de m'isoler, ils peuvent être là aussi. C'est un réflexe de survie. Mais à un moment donné, tu fais un choix, tu te dis: «Non, non, non, attends une minute là, je ne me gèlerai pas les douleurs, les deuils, les séparations, les doutes, les problèmes financiers, émotionnels. J'ai le courage de les vivre, de les accueillir, tout en me disant que, un, ça va pas me tuer, 2, je vais en sortir gagnant et enrichi et 3, les fruits de cette démarche-là de souffrance qui a été accueilli, qui a été guéri, ben, en plus, je vais avoir l'immense plaisir et grand bonheur de le partager à quelqu'un d'autre qui va venir vers moi puis qui me dit: «Hey, je vis une passe tough». Comment veux-tu être capable d'accueillir la passe tough de l'autre si toi, tu es en survie? Tu sais? Exactement. Donc, c'est les cadeaux mal emballés des épreuves et des souffrances qui font de nous, tu sais, un peu comme Coelho disait, les guerriers de la lumière, tu sais, qui font que, regarde, le guerrier de la lumière, c'est lui qui a souffert un esti de shot. Excuse-moi, là, il est pas venu au monde éveillé, là. Bouddha, il est pas venu éveiller au monde. Jésus, il est pas venu éveiller comme ça. Il a fait une transformation intérieure et des fruits de tout ça, c'est devenu des enseignements qu'on est encore en train de se partager aujourd'hui. Donc, disons merci à ces épreuves-là qui nous donnent l'occasion de se transformer, puis de dire: «Ouais, mais tu as déjà été un peu en survie toi aussi. Tu as été maladroit, puis tu été évidemment dans un autre chemin», comme tu disais tantôt, Anne, tu sais, avant ton accident à 23 ans. Donc, quelque part, ça me rend humble dans ma démarche présentement parce que je sais qu'à 60 ans, j'ai les outils nécessaires pour passer à travers ce qui s'en vient vers moi ou à moi, que ça soit le fun ou pas le fun, parce que dans l'abondance, je le sais que je ne vais pas virer fou. Puis dans la tristesse, puis dans les épreuves, je le sais que je ne vais pas me suicider. Donc maintenant, je suis outillé et le fait d'en parler, ben, ça peut peut-être donner espoir à des gens qui sont justement dans une période de turbulence et que cette turbulence-là, un, est pas permanente, puis deux, elle s'y cache peut-être des espèces de très, très beaux cadeaux. Mais comme tu disais tantôt, il faut apprendre à ralentir pour permettre aux cadeaux de se développer. Écoute, tu m'amènes ailleurs, mais c'est parce que tu guides tellement bien de par ton inspiration. Hem, Apparemment que toutes nos anxiétés et nos peurs dans la vie, heu, comme à 99,9 OK, sont reliées à notre peur de mourir, Mhm. d'une manière ou d'une autre. Parce que sinon, on s'en ferait pas aussi, on se dirait: «Ouais, puis OK», tu sais? Mais en même temps, je suis pas en train de romanticiser, comment dire, Mhm. ou de tu sais, le suicide, loin de là. D'ailleurs, je pense que si quelqu'un se rend jusque-là, c'est qu'il y a un désespoir profond où est-ce que le cœur reste fermé, d'ailleurs. Il y a plus d'ouverture, right? Il y a plus d'ouverture, même pas une craque où est-ce que la lumière peut rentrer, mmh? Mhm. Hem, mais c'est ça, moi, je pense, ben, je pense, mais je ressens qu'on a tous un peu peur, tu sais, c'est à l'âge de 4 ans, hein, que l'enfant réalise que, il y a de l'impermanence puis que le parent peut mourir dans le développement de l'être humain. Ça, c'est universel, OK? On s'en fout qu'on habite en Afrique, en Europe, en Asie ou en Amérique du Nord, là, c'est universel au développement, de l'enfant, donc de chaque être humain. Et puis à partir de là, ben, dépendamment de comment la mort nous est expliquée, le deuil, la perte, Mhm. l'attachement à l'autre, à la vie, tu sais, comme on dit, comment est-ce que je suis attachée à la vie? Plus on tient serré les rênes puis qu'on veut être en contrôle, plus à un moment donné, tout pète, tu sais. Hmm. Mais je me rends compte qu'en vieillissant, j'ai de moins en moins peur de la mort. Là, je suis en train de lire un livre d'ailleurs sur une doula qui accompagne les gens dans la mort. Et ça m'interpelle, mais tellement profondément, je me dis: «Aïe, aïe, quel bel job!» C'est quoi le titre du livre, te souviens-tu? Briefly, perfectly human. OK, c'est bon. C'est incroyable, c'est incroyable. Il faut lire entre nous avant pour Ah! pour nous mener là. Mais ouais, c'est comme si dans notre culture moderne, là, entre guillemets, hem, on est toujours en résistance contre ce qui périt. Les fruits et les légumes, notre peau, la vie, l'âge, la jeunesse. Puis il y a tellement une immaturité là que
Tu sais, comme l'arbre qui donne des fruits mûrs, il ne consomme pas les fruits mûrs, là. Tu sais, il y a une raison pour laquelle vieillir, c'est le plus grand des privilèges. Puis on est constamment en train de se battre. Tu sais, je comprends, là, c'est génial qu'on puisse allonger nos vies. Tant mieux, parce que sinon, moi, avec mes grippes puis mes infections, whatever, je serais morte s'il n'y avait pas eu des antibiotiques puis la médecine moderne, probablement nous tous, tu sais. Mais il y a quelque chose de vraiment enfantin, je dirais, dans le pire sens du terme, parce que tout ce qui concerne l'enfance, c'est tellement magnifique. euh, du fait qu'on est en déni de notre vraie nature et en déni de notre désir et notre besoin inhérent, profond, viscéral et qui nous garde en vie de connexion humaine et de s'ouvrir à l'autre. Puis là, tu regardes l'état de la planète puis tu te dis, ben voyons donc, ça se peut pas. Hein? Il y a de la division, de la polarisation partout. Mais là, on parlait de colère tantôt. Faites le lien entre les deux. Les gens en colère qui veulent pointer du doigt par mécanisme de survie, c'est pas de notre faute, c'est de sa faute. Tu sais. C'est à cause de ce gouvernement-là ou c'est à cause de mon ex ou c'est à cause, peu importe à qui vous pointez du doigt. Tout ce qui vient nous chercher puis qui vient nous heurter à l'intérieur de nous-mêmes, c'est le cadeau. Il est là. Pourquoi est-ce que ça vient tant te chercher? Où est-ce que ça vient t'insécuriser tellement que ta colère, là, elle est multipliée? Puis, tu sais, ça ne veut pas dire que la colère saine, entre nous, là, c'est hyper important de l'exprimer. Étant beau mot t'as dit, c'est exprime-le, c'est correct. Mais si ça s'accumule et ça se métastase en toi, et après ça fait des cicatrices, puis le fascia, il est tout pogné, là, puis les massages, c'est pas assez pour défaire tout ça, là. Il faut le tremblement de terre, comme on parlait de l'intérieur. Il le faut pour défaire les fissures qui ont été soudées ensemble, tu sais. Oui, puis je Mhm. pense que on, moi, je sais que personnellement, en tant que femme, la colère, c'est pas quelque chose que j'ai apprivoisé parce qu'elle me fait peur en tant qu'enfant. Je me souviens d'avoir joué au basketball contre le collège à Québec, là, le collège privé, je me souviens pas. Mais ils étaient tellement pas fines, les filles, là, puis j'ai perdu les plombs. Je me suis mis à me battre avec une des filles, puis à partir de ce moment-là, je me suis dit plus jamais j'avais honte de ma colère. C'est comme si elle avait tout été en, emmagasiné, là, puis tout bloqué, puis ça a sorti à 15 ans, puis j'ai fait « Oh my gosh, je peux pas, là! » Fait que je pense pour longtemps, il n'y avait pas un langage pour ma colère, il n'y avait pas un wiring, qui est un câblage au niveau de ma gorge pour la colère, mais Maya Angelou, comme tu dis bien, Sophie, a dit qu'il faut que tu sois en colère. Si tu n'es pas en colère, tu es malade ou tu es une roche. Tu sais, il faut que tu sois en colère, il faut que tu la chantes, il faut que tu la danses, il faut que tu l'écrives, il faut que tu la parles parce que elle est importante pour protéger l'innocence. Mhm. Mmh. Ah! C'est beau. Qu'est-ce qu'on a dit? Ah non, on s'est déjà parlé de ça. L'innocence, c'est le poète David White. L'innocence, c'est la capacité de quelqu'un à se faire trouver par le monde. C'est beau. C'est L'innocence, beau. c'est la capacité de quelqu'un à se faire trouver par le monde. On parle de capacité parce que ça, c'est une capacité qu'on peut développer. Si tu as foi en l'autre, en Mhm. toi-même, tu vas sentir que quelqu'un te soutient, qu'il y a une force qui te soutient. Vas-y, Anne. Imagine si on pourrait protéger cette innocence-là dans tous nos enfants et qu'ils puissent grandir avec un cœur ouvert en sachant ils sont en sécurité et explorer cette créativité-là et cette curiosité-là qui arrive quand ton cœur reste ouvert et que tous les enfants sauraient que il y aurait une protection, que quelqu'un va dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui va venir faire quelque chose pour arrêter quand il y a de l'abus de l'innocence. Il me semble que le monde changerait. Je sais que c'est utopique, là, mais l'idée, c'est que je pense que c'est notre ressource la plus valable sur Terre. C'est l'innocence de notre cœur. Mais tu as tellement raison, Anne, mais je vais ajouter quelque chose ici. Et encore une fois, c'est selon les experts, là, la sécurité, le sentiment de sécurité. C'est pas seulement l'absence d'une menace, OK? C'est la présence de connexion.
Mhm. Donc, un enfant qui apprend que la connexion, c'est sécuritaire. Pas que le parent va être là pendant 5 minutes, puis après ça, il disparaît, ou le parent devient abusif. Donc, le travail qu'on a à faire en tant qu'adulte, c'est la plus grande responsabilité qu'on a dans une vie parce que, hey, on laissera pas un héritage de pas se connaître émotionnellement à nos enfants. Ils en ont déjà bien en masse avec quoi composer dans le monde chaotique dans lequel on vit. Fait que c'est une responsabilité qui est de plus haut niveau. Je dirais de Mhm. premier ordre dans nos vies. I love it. J'adore, j'adore. Comment on fait? Comment? Mais c'est parce que, tu sais, quand les gens, ils ont de la misère à payer leur compte à la fin du mois ou Mhm. une mère monoparentale qui est pognée avec 3 kids dans un 2,5 puis elle sait pas comment elle va faire pour arriver à la fin du mois. Le sentiment de sécurité est tellement ébranlé que c'est très difficile de voir plus loin parce que le corps est en stress constant. Il est en Ouais. stress constant. Et parce que notre communauté fait que, ben, elle ira pas cogner chez le voisin pour demander de l'aide parce que le voisin, tu sais, il va être intimidé ou il saura pas trop comment dealer avec ça. Mais ce dont je me rends compte, puis j'aimerais ça savoir votre point de vue là-dessus, les gens sont beaucoup plus ouverts à s'entraider qu'on puisse le penser. Et puis quand ça menace pas l'autre, parce que les gens sont tellement insécures que quand quelqu'un demande de l'aide, des fois, ils peuvent se sentir menacés. Ben oui, mais là, moi, mon bien-être, il va aller où si je t'aide toi, tu sais? Toi, ton bien-être, il va être multiplié si tu m'aides. Mais on le sait pas parce qu'on vit isolé, hein. On vit plus en communauté puis en tribu. Fait qu'on le sait pas, ça. Fait que c'est pour ça qu'on est si stressé dans une vie qui va trop vite, puis où est-ce qu'on nous demande d'être en compétition les uns contre les autres, parce qu'on n'a pas appris à travers le corps que quand la maman donne naissance, il est supposé avoir des grands-mères, puis des tantines, puis des amis qui viennent aider. Elle n'est pas toute seule Mhm. dans son appartement puis dans sa maison. C'est pas normal. Puis que de retourner au travail un mois plus tard, bien que je suis tout à fait d'accord que une femme puisse travailler puis avoir des enfants, ben le corps aussi, lui, il dit: «Hi boy, oui, je veux, puis c'est génial, mais moi, je suis en stress, là. Je suis supposée nourrir». C'est pas évident, là, de Mhm. composer avec ces nouveaux paramètres-là. Puis je pense que nos corps, puis d'ailleurs les recherches le prouvent, je pense que c'est plus que 50 de la population qui est trop souvent dans son système sympathique de gel, de fuite, ou de combat. Puis là, tu sais, la nouvelle catégorie, le nom m'échappe en français, c'est fawn. Fawn, c'est quand tu es un people pleaser, quand tu es toujours en train d'essayer d'avoir l'approbation des autres. Ça, c'est aussi un système de survie dans ton corps. Puis quand le corps a tout essayé, combat, survie, fuite et disons, people pleasing, comment on dirait ça? Obsession De, avec, le de regard de vouloir l'autre. l'approbation de l'autre. Oui. Bien là, quand on a tout essayé ça trop longtemps, trop souvent, le corps fait: «Hey, eh oh, je ne suis plus capable». Puis entre-temps, là, il nous envoie tous les signaux. Épuisement, fatigue, stress, palpitations, nommez-les vos symptômes, là, le corps, il les envoie. Fait que là, si on les écoute pas, il fait: «Bon, ben OK, moi, je suis super intelligent, le corps, je sais exactement quoi faire. Je m'éteins. Je m'éteins, dépression. Plus Mhm. capable». On n'est pas malade. Là, on va exclure toutes les conditions qui sont beaucoup plus, de signature génétique comme la bipolarité, la schizophrénie, tout ça. Mais ils sont en train de voir que le déficit d'attention, la dépression, l'anxiété, ça n'a pas de signature génétique. Mais évidemment qu'une mère dépressive, son système nerveux est câblé au système nerveux de son enfant. Donc, bien sûr que ça va être transmis, mais Mhm. c'est pas une signature génétique. Puis c'est assez fascinant de savoir ça parce que maintenant, on sait que dans la vie intra-utérine, pendant que le bébé est en train de grandir, toutes les hormones de stress passent à travers le placenta. Donc, le fait qu'on ne pose pas plus notre regard sur la santé de la mère et de la communauté qui entoure la mère dans une société moderne où est-ce que le taux de mortalité a baissé, mais le taux d'anxiété des mères a augmenté, bien, Mhm. on a là une niche puis une opportunité incroyable à refaire un peu l'énergie d'une synergie familiale. De Parce que la mère est encore le noyau de la famille. Ça n'a pas changé, ça. Là, les boys puis les hommes incroyables sont en train de reprendre la POC, comme on dit, puis les responsabilités sont partagées de plus avec le congé parental qu'on a pour les hommes au Canada. C'est extraordinaire. Aux États-Unis, ils n'ont pas ça. Mais
si on ne change pas cette dynamique-là d'entourage, de communauté, les mamans, qui sont le système nerveux central d'une famille en général, ça peut être une grand-mère aussi, là, peu importe, c'est pas obligé d'être une mère biologique, euh, on passe à côté des grandes solutions pour combattre un monde en alerte constant. Hmm. Et toi, Jean-Marie, tu as vu ça beaucoup avec ton travail, avec les itinérants. Parce que je me souviens qu'il y avait un épisode à propos de retrouver un membre de la famille, hein, parce que souvent, ils sont isolés ou ils ont été repoussés pour plusieurs raisons, là. Où ils se sont eux-mêmes isolés par la honte, puis ils ont voulu éviter le contact avec la famille aussi. Ils se sont exclus aussi du clan. Puis ce qui arrive, c'est Ça, c'est la mort, hein? Ça, le Tellement. corps l'interprète comme une mort. Oui, tout à fait. L'exclusion. Et quand on était à l'époque des petits primates, si on vivait en communauté, puis si un d'entre nous devait être exclu du clan, il mourrait, il ne pouvait pas survivre dans la jungle. Donc, quand tu vois une personne itinérante dans la rue, exclue, il y a beaucoup de gens qui font ça, ils ne veulent pas le voir. Pourquoi? Parce que ça t'envoie un message que ben, c'est ça. C'est ça qui risque de t'arriver. Il pourrait t'arriver. Regarde, ça y arrive, lui. Donc, lui, il est en train de vivre une mort. C'est pas ça que tu veux, hein? Ça fait peur. Donc, les gens détournent le regard parce que ça t'envoie une image de ta propre mort potentielle si tu devais être exclu du clan. Donc, il y a cette espèce d'exclusion sociale qu'elle a été causée par plein de raisons. Il y a énormément de ruptures, il y a énormément de blessures à l'intérieur. Donc, tu comprends maintenant pourquoi les gars et les filles que tu croises dans la rue, ils se gèlent. C'est pas pour faire le party, c'est le médicament qu'ils ont choisi parce que ça fait trop mal. Et en plus, on leur envoie à tous les jours, à chaque regard ou à chaque fois qu'on leur crache dessus puis qu'on les lance dans les roches ou qu'on fait semblant de ne pas les voir, c'est qu'on dit hey, toi, là, tu me déranges, tu mérites pas d'être aimé, tu mérites pas d'exister. Alors que s'il y a quelqu'un qui en a besoin, c'est bien lui ou c'est bien elle. tu mérites pas d'appartenir. Puis je pense dans la hiérarchie des besoins là, de Maslow, c'est le deuxième, c'est vraiment d'appartenir. C'est est-ce que dans ce groupe-ci, en tant qu'enfant, là, est-ce qu'on me voit? Est-ce que j'ai une place? Ma présence, elle a de la valeur, est importante. Et quand c'est pas réglé, on amène ça en tant qu'adulte. Puis on recherche toutes des amis, des partenaires qui vont remplir ce feeling d'appartenance-là s'il a pas été guéri, mais on trouve toujours les mauvaises personnes. Fait que cette blessure-là, donc tu décris, de outcast. Ouais. C'est L'exclu. énorme, là. Ouais. Ouais, Il y a cette bien une exclusion-là chose, fait mal. ça me faisait pleurer de t'écouter, Jean-Marie, parce que